À 5 heures du matin, dans le silence presque irréel du Wiltshire, quelque chose commence à bouger derrière les grilles d'une propriété privée. Pas de journaliste, pas de communiqué, pas même ce coup de téléphone discret qui, d'ordinaire, précède les tempêtes royales. Quelques documents, deux bijoux, une femme que le public connaît à peine. Et pourtant, derrière cette scène se cache une question beaucoup plus dangereuse. Qui peut réellement protéger ceux qui vivent près de la couronne, lorsque la couronne elle-même décide de ne plus détourner le regard? Car cette histoire ne commence peut-être pas avec Laura Lopes, mais avec une blessure vieille de près de 30 ans. Dans le récit qui circule autour de cette affaire, tout commence avant l'aube, dans une campagne encore noyée de silence. Et le jour n'est pas levé sur le Wiltshire lorsque plusieurs hommes s'approchent d'une propriété privée avec des documents préparés, des instructions précises et une liste d'objets qu'ils semblent en connaître à l'avance. Rien ne ressemble à une visite improvisée. Tout donne l'impression d'une opération pensée bien avant cette matinée. C'est justement ce détail qui trouble le plus. Dans les familles ordinaires, une crise commence souvent par un appel, une dispute, une menace. Ici, selon cette version des faits, rien de tout cela. Pas de négociation, pas d'avertissement, pas de dernière tentative derrière des portes fermées. Seulement cette froideur administrative qui fait comprendre une chose terrible: quand les papiers arrivent, le débat est peut-être déjà terminé. La femme au centre de cette scène s'appelle Laura Lopes. Son nom n'est pas celui que le public associe aux grandes batailles de la monarchie. Elle n'est ni princesse, ni membre actif de la famille royale, ni figure politique. Elle a construit sa vie loin des projecteurs, dans le monde de l'art, avec son mari Harry Lopes et leurs 3 enfants. Pourtant, une seule réalité suffit à transformer un problème privé en affaire explosive. Sa mère est la reine Camilla. C'est là que commence le paradoxe. Laura se trouve assez près de la couronne pour apparaître lors des grands moments familiaux, mais assez loin de l'institution pour ne pas bénéficier du statut d'un membre royal en fonction. Au couronnement de Charles III, ses enfants ont occupé une place visible auprès de Camilla. Pourtant, cette proximité cérémonielle ne change pas la nature juridique de Laura. Elle reste une personne privée. Cette frontière invisible est capitale. Être la fille d'une reine ne signifie pas être protégée par la monarchie. Cela signifie parfois vivre juste assez près du pouvoir pour en ressentir la chaleur, sans pouvoir en utiliser les armes. Selon le récit, 2 objets sont alors au centre de l'attention: un pendentif sombre, un bracelet serti de saphir. Rien qui, à première vue, puisse expliquer une telle tension. 2 bijoux peuvent tenir dans une petite boîte. Mais certains objets contiennent plus que des pierres. Ils contiennent une histoire, une appartenance, parfois même une dette que personne n'a vraiment réglée. Et ce matin-là, Laura aurait compris que la question n'était plus seulement de savoir ce qu'elle possédait. La vraie question était de savoir qui avait décidé qu'elle n'aurait jamais dû le posséder. Mais le plus inquiétant reste encore à venir, car derrière ces 2 bijoux se cache un nom que personne ne peut prononcer sans réveiller 30 années de blessures. Laura Lopes vit depuis toujours dans une zone étrange. Elle appartient à la famille de la reine Camilla, mais pas au cœur institutionnel de la monarchie. Elle peut entrer dans les palais, apparaître lors des grandes cérémonies, sans devenir elle-même une figure royale au sens officiel. Ce paradoxe est apparu avec force lors du couronnement de Charles III. Laura était présente avec son mari, tandis que ses fils jumeaux, Gus et Louis, servaient comme pages d'honneur de leur grand-mère. Mais une cérémonie ne change pas le droit. Elle rapproche les visages. Elle ne transforme pas les statues. Et c'est là que le destin de Camilla devient fascinant. Pendant plus de 20 ans, elle a construit sa place avec une patience presque douloureuse. Autrefois caricaturée, accusée, parfois détestée avant même d'avoir parlé, elle a appris à survivre sans répondre à chaque attaque. Elle a compris qu'au palais, le silence peut être une armure. Mais avec le temps, cette femme que beaucoup jugeaient impossible à accepter est devenue reine, engagée notamment pour la lecture, la culture et les femmes victimes de violences.
Mais il existe une cruauté que les titres ne peuvent effacer. On peut devenir reine et rester une mère incapable de transformer ses enfants en membres protégés de l'institution. Laura, elle, a choisi une autre route, le monde de l'art, une vie familiale discrète, des apparitions publiques rares. Quand elle accompagne Camilla, l'image attire justement parce qu'elle demeure inhabituelle. Elle est proche, mais jamais installée au premier rang. Présente, mais presque toujours en retrait. Cette distance a longtemps pu sembler confortable. Elle lui permettait d'éviter l'exposition qui accompagne chaque geste d'un William, d'une Catherine ou d'un Harry. Pourtant, dans l'histoire qui nous occupe, cette même distance devient une faiblesse. Ah, car si Laura est une citoyenne privée, certaines protections que le public associe spontanément au mot reine ne s'étendent pas automatiquement jusqu'à elle. Imaginez ce que cela signifie pour Camilla. Une vie passée à apprendre les règles d'un système, à sentir les dangers avant qu'ils n'explosent, à maîtriser les gestes et les silences, puis découvrir qu'au moment où sa propre fille entre dans la tempête, aucune couronne ne suffit à arrêter le vent. Et pourtant, quelque chose de plus vaste se préparait ailleurs. Quelques semaines plus tôt, William avait placé un chiffre colossal au centre de sa vision du futur, 500 millions de livres. À première vue, cela n'avait rien à voir avec Laura, Camilla ou deux bijoux oubliés. Mais dans les palais, les chiffres les plus froids cachent parfois les décisions les plus personnelles. À première vue, le chiffre semble appartenir à un autre monde, sait-on. 500 millions de livres engagés sur 10 ans par le duché de Cornouailles pour le logement, l'économie locale, la nature et la transition énergétique. Une stratégie présentée comme moderne, rationnelle, presque technique. Rien qui ressemble à une guerre de famille. Et pourtant, ce nombre dit quelque chose de William. Depuis qu'il est devenu duc de Cornouailles, il ne se contente plus d'apparaître. Il apprend à administrer, à choisir, à déplacer des priorités. Son pouvoir n'est pas encore celui d'un roi, mais il devient visible dans les budgets, les terres, les projets, les décisions qui survivront bien plus longtemps qu'un discours. Le plus intéressant, c'est ce qu'il choisit de financer. Des logements, des communautés fragiles, des projets contre le sans-abrisme. À Nance-les-Danes, le duché a soutenu la construction de 24 logements destinés à des personnes sans domicile avec un accompagnement vers une vie plus stable. Ah, non. Pour beaucoup, ce n'est qu'une politique sociale. Pour William, cela touche à quelque chose de beaucoup plus ancien. Car lorsqu'il était enfant, sa mère l'emmenait déjà voir ceux que la société préférait ne pas regarder. Des sans-abri, des malades, des personnes rejetées. Elle voulait que ses fils comprennent qu'un palais ne devait jamais devenir un mur entre eux et la réalité. Des années plus tard, William a emmené George à son tour dans cet univers. Ce geste paraît simple, presque familial, mais il raconte une transmission. Il ne transmet pas seulement un titre à son fils, il transmet une manière de regarder le monde. C'est ici que l'histoire des 500 millions cesse d'être seulement financière. Elle devient un indice sur la façon dont William se prépare à régner. Il avance par structure, par programme, par décision durable. Il ne frappe pas toujours fort. C'est noir. Il construit un cadre, puis il laisse ce cadre produire ses effets. Mais il existe une limite essentielle. Le duché n'est pas un royaume privé. Certaines décisions restent encadrées, surveillées, soumises à des règles et à l'examen du trésor. William possède une marge réelle, pas une liberté absolue. C'est précisément ce qui rend la suite plus troublante. Car au milieu de cette période, où il redessine son rôle, une photographie serait arrivée jusqu'à son entourage. 2 bijoux en cours d'expertise. Rien d'extraordinaire pour un œil extérieur. Mais ceux qui les auraient reconnus n'auraient pas vu des pierres précieuses. Ils auraient vu un passé que William n'avait jamais réussi à enterrer. Et soudain, 500 millions de livres ne semblèrent plus aussi importants que 2 objets capables de réveiller une blessure vieille de presque 30 ans. Une photographie, 2 objets, et soudain,
Une question que personne ne peut résoudre en regardant simplement l'éclat d'une pierre. À qui appartient réellement un bijou royal? La réponse paraît évidente jusqu'au moment où l'on ouvre les archives. Car l'histoire des bijoux liés à Diana est beaucoup plus complexe qu'une simple boîte transmise d'une génération à l'autre. Certains objets lui appartenaient personnellement, d'autres étaient des cadeaux, d'autres encore provenaient de collections familiales ou avaient été prêtés. Le célèbre diadème Spencer, par exemple, n'était pas un bien personnel qu'elle pouvait léguer librement. Il appartenait à sa famille. Voilà pourquoi un bijou porté par Diana n'est pas automatiquement un bijou possédé par Diana. C'est précisément ce qui rend le récit autour des deux pièces, supposément retrouvées, si explosif. Mais si leur provenance pouvait être établie, alors elles cesseraient d'être de simples accessoires. Elles deviendraient des fragments d'une histoire familiale, juridique et émotionnelle que personne n'a jamais vraiment refermée. Diana, elle, avait laissé une indication importante concernant une partie de ses bijoux personnels. Son souhait était que ses fils puissent les conserver afin que, le moment venu, leurs épouses puissent les porter. Cette volonté a donné naissance, au fil des années, à des images devenues presque aussi célèbres que les bijoux eux-mêmes. Le meilleur exemple reste la bague de fiançailles en saphir. Lorsque William l'a offerte à Catherine, il n'a pas seulement choisi une pierre spectaculaire. Il a replacé sa mère au cœur d'un moment qu'elle ne pouvait plus vivre. Le geste disait quelque chose de simple et déchirant. Elle n'était pas là, mais elle ne serait pas absente. Mahim. Harry a suivi une autre trajectoire, mais la mémoire de Diana l'a accompagné lui aussi. Lors de son mariage avec Meghan, la bague aigue marine, autrefois portée par Diana, était réapparue. Deux frères, deux vies désormais très différentes, et pourtant la même présence silencieuse revient au poignet, à la main, dans une photographie. C'est pour cela que la question des deux bijoux prend une autre dimension. Leur valeur ne se mesure plus en carats, elle se mesure en souvenirs, en blessures et en droits de transmission. Et si William les avait réellement reconnus, alors il n'aurait peut-être pas vu un pendentif ou un bracelet. Il aurait vu une frontière entre ce qui peut être vendu et ce qui, à ses yeux, ne devrait jamais quitter la mémoire familiale. Mais pour comprendre pourquoi cette frontière pouvait devenir si personnelle, il faut revenir à un garçon de 15 ans, avançant lentement derrière un cercueil pendant que le monde entier le regardait. Et cette fois, le nom que nous avons évité jusqu'ici ne peut plus rester dans l'ombre. Le nom que nous avons repoussé depuis le début est enfin là. Diana. Presque 30 ans après sa mort, elle reste au centre d'histoire que personne n'arrive à refermer. Non seulement parce qu'elle fut princesse, mais parce qu'elle est devenue, pour ses fils, une mémoire impossible à remplacer. William avait 15 ans lorsqu'il a marché derrière le cercueil de sa mère. 15 ans, et déjà condamné à pleurer sous le regard de millions de personnes. Un enfant aurait dû pouvoir s'effondrer en silence. Lui devait avancer droit, lentement, dans une cérémonie devenue mondiale. Certaines blessures disparaissent. D'autres changent simplement de forme. C'est là que les bijoux prennent un sens différent. Une bague, un bracelet, un pendentif peuvent sembler insignifiants face à une monarchie entière. Mais lorsqu'ils sont liés à une mère disparue trop tôt, ils deviennent des preuves matérielles d'une vie qui n'existe plus. William ne protège pas seulement des objets, il protège ce qu'ils représentent. Cette logique se retrouve aujourd'hui dans ses choix. Le sans-abrisme, qu'il place au cœur de Homewards, n'est pas arrivé par hasard dans son agenda. Diana avait emmené William et Harry, encore enfants, rencontrer des personnes sans domicile. Des années plus tard, William a lui-même conduit George dans cet univers. Le geste est presque silencieux, mais il dit tout. Ce que Diana lui a transmis, il tente maintenant de le transmettre à son fils. Voilà pourquoi le récit autour de Sandringham paraît si puissant. Selon cette version, William aurait apporté à Charles un dossier destiné à protéger certains biens liés à Diana. Mais ici,
Il faut séparer l'émotion du droit. Un héritier ne peut pas simplement prendre le pouvoir parce que son père est malade. La monarchie britannique prévoit des mécanismes précis, des conseillers d'État et, dans certaines circonstances, une régence. Le palais n'est pas un jeu d'échecs où le prince déplace le roi à sa convenance. Et pourtant, une question demeure. Même sans dépasser légalement son père, William est-il déjà en train d'imposer sa manière de penser l'avenir? C'est peut-être cela, la véritable frontière. Pas une ligne tracée autour de deux bijoux, mais une limite morale. Jusqu'où peut-on laisser circuler, vendre ou réinterpréter ce qui reste de Diana avant que son fils estime que quelque chose d'intime a été franchi? William n'est plus le garçon de 15 ans derrière un cercueil. Ah, il est l'héritier, le père de George, Charlotte et Louis, et l'homme qui devra un jour décider quelle monarchie survivra à Charles. Mais Charles est toujours roi, toujours présent, toujours en traitement. Et c'est précisément là que la prochaine tension commence. Comment préparer l'après sans donner l'impression que l'après a déjà commencé? Le piège serait de croire que tout est déjà joué, que la maladie de Charles aurait ouvert un vide et que William n'aurait plus qu'à avancer. La réalité est plus subtile. Charles est toujours roi. Il travaille, il reçoit, il apparaît, et malgré le cancer annoncé en 2024, la couronne continue de fonctionner autour de lui. À la fin de 2025, une évolution importante a pourtant été rendue publique. Son traitement pouvait être allégé en 2026 grâce aux progrès obtenus. Ce n'était ni une guérison proclamée, ni un retrait. Au revoir, c'était une amélioration assez réelle pour rassurer, mais pas assez définitive pour faire disparaître la question que personne n'ose poser trop fort. Combien de temps peut-on préparer une succession sans donner l'impression qu'elle a déjà commencé? Charles connaît ce dilemme. Chaque apparition doit montrer la continuité. Chaque absence est analysée. Chaque engagement de William devient un symbole. Et plus le prince de Galles prend de responsabilités, plus une frontière invisible se dessine entre l'aide au souverain et l'apprentissage du pouvoir. En 2026, Charles et Camilla ont continué d'assumer des engagements publics, notamment autour de la recherche contre le cancer et du Commonwealth. Cette présence rappelle que le récit d'un roi déjà dépassé par son héritier ne correspond pas à la réalité visible. Mais elle n'efface pas ce qui change derrière les façades. William apprend, Catherine reprend sa place, et leurs enfants apparaissent désormais comme une génération que l'on ne regarde plus seulement comme des enfants. Lors des Commonwealth Games, George, Charlotte et Louis ont été vus aux côtés de leurs parents. L'image semble familiale. Pourtant, dans une monarchie, aucune image de famille n'est totalement innocente. On y voit le présent, mais aussi l'ordre du futur. Charles, William, puis George. 3 générations, 3 temporalités et une institution qui doit faire croire qu'elle s'emboîte sans friction. C'est ici que l'histoire des bijoux prend une nouvelle dimension. Si William protège réellement ce qu'il considère comme l'héritage de Diana, il ne le fait pas seulement comme un fils, il le fait aussi comme père. Ce qu'il préserve aujourd'hui pourrait devenir demain une partie du récit transmis à George et Charlotte. Ah, mais un autre fils de Diana existe loin de cette architecture. Harry vit désormais à des milliers de kilomètres du palais, à Montecito. Lui aussi parle de sa mère. Lui aussi transmet sa mémoire à ses enfants. Et c'est précisément au moment où l'on croit comprendre la frontière tracée par William qu'un détail du récit original revient. 14 objets auraient été répertoriés, 2 seulement retrouvés. Alors, où seraient passés les 12 autres? Et surtout, pourquoi un seul mot, Montecito, suffit-il à faire trembler toute l'histoire? 14 objets, 2 retrouvés, 12 absents. Dans le récit qui entoure cette affaire, c'est ici que le mystère cesse d'être familial pour devenir international. Une société enregistrée dans le Delaware aurait servi de point de passage, et un mot apparaîtrait dans la trace documentaire, Montecito. Le mot suffit à déclencher toutes les suspicions. Montecito, c'est Harry.
Montecito, c'est Mégane. C'est aussi la distance devenue symbole entre un prince né au cœur de la monarchie et la vie qu'il a choisie loin d'elle. Mais une suspicion n'est pas une preuve. Aucune donnée publique solide ne permet d'affirmer qu'ils auraient déplacé illégalement des bijoux de Diana. Et c'est là que l'histoire devient plus intéressante que la rumeur. Car l'héritage de Diana est déjà partagé, non pas dans des coffres secrets, mais dans les vies de ses deux fils. William a intégré cette mémoire dans sa conception du devoir. Il parle du sans-abrisme, transmet à George certaines expériences que Diana lui avait fait vivre et garde près de Catherine des objets qui rappellent sa mère. Chez lui, la mémoire de Diana devient continuité, service, préparation de l'avenir. Harry la raconte autrement. Depuis la Californie, il évoque encore sa mère, sa douleur et les traditions par lesquelles sa famille pense à elle. Archie et Lilibet grandissent loin de Londres, mais pas loin de son souvenir. Chez Harry, Diana reste une mère perdue, une histoire intime qui refuse de devenir un simple chapitre du passé. Alors, que représentent réellement ces 12 objets supposément disparus? Peut-être un élément impossible à vérifier du récit original, mais comme symbole, ils disent quelque chose de profondément vrai. La mémoire de Diana s'est fragmentée. Une partie demeure dans les palais, une autre dans les gestes de William, une autre dans les mots de Harry. Catherine porte certaines traces de cette histoire. Meghan en a porté d'autres. Et George, Charlotte, Archie et Lilibet appartiennent déjà à une génération qui n'a jamais connu Diana, mais qui héritera malgré tout de ce qu'elle représente. C'est peut-être pour cela que Laura Lopes, placée au centre du premier mystère, finit presque par disparaître. Camilla elle-même n'en est peut-être pas le véritable cœur. Les bijoux non plus. La vraie bataille est plus profonde. Qui possède le droit de raconter Diana? Un tribunal peut déterminer la propriété d'un objet. Un testament peut organiser une transmission. Une famille peut fermer une porte, protéger un coffre, imposer une règle. Mais personne ne peut enfermer une mémoire qui appartient déjà à des millions de gens. Et si 12 pièces existent quelque part, la question n'est peut-être pas seulement de savoir qui les détient. La question est de savoir ce que leur retour pourrait encore réveiller.